Bonjour à tous, Sébastien de Forden Télé, bienvenue pour cette nouvelle émission en compagnie de Pichado. Salut Pichado. Salut Sébastien, ça va? Ça va, très bien, très bien. Enfin, juste petit hommage aujourd'hui, ce matin, RIP à mon chat Nougat qui est parti rejoindre la lumière. Donc voilà, c'est un peu difficile, mais bon, on va faire comme si tout va bien. Euh, Condoléances. ouais, ça arrive, c'est malheureusement. Alors, tu as réagi parce que j'ai fait une vidéo avec Fabien qui, il y a peut-être un an ou 2 ans, faisait des émissions avec moi. Donc là, je voulais refaire une émission avec lui. Donc on a fait en deux parties, une émission sur McCourt, Longoria, etc. Et une deuxième partie sur la 21 parce qu'il y avait plein de choses à dire. Mm. Euh, donc toi, tu as voulu réagir par rapport à Enfin, ça moi, avec c'est... des Pardon. informations. Donc tu m'as contacté et c'est avec plaisir que je te reçois. Donc, déjà, dis-moi pourquoi tu voulais réagir et après, on ira dans Mer- les détails. merci pour l'occasion de réagir. Oui, effectivement, c'est un peu par rapport à l'émission avec Fabien la semaine dernière. Plus généralement, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui interviennent sur beaucoup d'émissions pour parler de la vente OM en expliquant toutes les bonnes raisons pour lesquelles ils croient à différentes versions de la vente OM en plus en général, en expliquant chacun leurs différentes subtilités dans la manière dont ils croient au fait que le deal est presque fait, déjà fait, ou sur le point d'être fait dans quelques semaines ou quelques mois, inévitable dans certains cas. Et moi, je voulais expliquer pourquoi. Alors certes, c'est une possibilité qu'un jour l'OM soit racheté par les Saoudiens, mais c'est pas inévitable. C'est pas quelque chose qui va arriver avec une certitude absolue. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont avancées par les personnes qui parlent de la vente OM, qui sont fausses, fallacieuses et même insultantes pour quelqu'un comme Franck McCourt. Parce qu'il y a un moment, on entend dire et répéter que Franck McCourt n'a plus d'argent, que Franck McCourt n'investit plus au club, que Franck McCourt est pauvre, voire en incapacité de faire des opérations, y compris sur le territoire américain, comme j'ai pu l'entendre dans certaines émissions, parce que sa réputation serait remise en question. Et ça, c'est des choses qui n'ont aucune réalité dans le monde des affaires dans lequel moi je travaille. Pour le coup, j'ai eu des contacts avec des gens qui sont dans ce monde des finances. Et c'est absolument déconnecté de la réalité de Frank McCourt. Frank McCourt, c'est un investisseur américain qui est reconnu, apprécié des gens qui travaillent avec lui comme quelqu'un qui est plutôt fiable et qui fait encore du business aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, de manière assez intensive. Donc il y a des choses là-dedans qui sont pas du tout sérieuses et qui restent véhiculées aujourd'hui comme des principaux arguments pour expliquer pourquoi Franck McCourt aujourd'hui serait aux abois, Franck McCourt serait sur le point de vendre, et ça fait 3 ans que ça dure, qu'on nous explique qu'il a plus d'argent, et c'est faux, c'est archi faux. Donc aujourd'hui, ces arguments-là, moi je voudrais arriver à mettre en avant pourquoi on a tous les éléments pour montrer que c'est faux. Parce que ça fait 3 ans qu'on nous dit qu'il ne va pas remettre d'argent au club et qu'entre-temps, il y a eu deux augmentations de capital au club de 200 et 80 millions d'euros respectivement, qui ont été financées intégralement par Franck McCourt, ou presque. Parce qu'on a vu que Franck McCourt a investi plusieurs centaines de millions d'euros dans divers projets, à la fois dans Internet, sur des causes de sa fondation pour la transparence et des choses comme ça. De l'argent, aujourd'hui, il en a et il en déploie encore de manière assez agressive, y compris à l'Olympique de Marseille, où, jusqu'à preuve du contraire, il y a 500 millions d'euros qui ont été investis par Franck McCourt sur les 7 dernières années, ce qui est largement plus que tout autre propriétaire, Qatar exclu, en France sur la même période. Alors, juste, C'est attends, un investissement considérable. je vais rebondir. Juste d'abord, je tiens à dire, parce que je sens après les commentaires, même si les commentaires, je les valide pas de suite, hein, les trolls, les insultes, je les enlève. Donc, les gars, je fais cette vidéo pas pour le buzz, je fais parce que Pichado m'a demandé de réagir, et donc là, du coup, c'est pas pour la vente, contre la vente, etc. On essaie de faire l'analyse. Si vous me connaissez, je fais ça sur ma chaîne. Et puis Chado aussi, j'ai regardé quelques vidéos qu'il le fait consacré à la vente OM. Lui, c'est pareil, c'est toujours réfléchi, analysé. Donc les gars, il y a eu des insultes, des menaces, des caillassages de bus, on va pas en parler, mais bon. Donc peut-être, on va essayer d'être bienveillant et tolérant. Bon, je sais que du coup, vite on oublie, mais bon, moi, il ne faut pas oublier, il faut rester toujours bienveillant, respectueux.
et fraternelle. Euh, Par contre, moi, c'est un petit peu un truc, je ne sais pas par rapport à l'investissement de ma course. Je ne dis pas qu'il n'y a pas investi 500 millions, ça c'est à peu près vrai, hein. Bon, il faudrait voir exactement les chiffres, mais ça tourne autour de ça. Ouais. Par contre, j'ai toujours le. Il y a plusieurs hypothèses. On s'était penché aussi sur la chaîne sur ça. Est-ce que c'est pas lui qui fait avec des prêts et c'est pas son argent personnel, tu vois, comme Mhm. fait beaucoup de dirigeants, enfin des actionnaires, voilà. Est-ce que Ouais, c'est le pas modèle Gérard Lopez, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est un peu ça. J'ai l'impression que, en Ouais. plus, il y avait Guggenheim Partners aussi qui est associé depuis le Oh, début de la vente. C'était d'abord le parce que Guggenheim ouais. qui devait Enfin, en prendre. tout cas, il est associé à Guggenheim Partners depuis avant la vente de l'OM sur d'autres business. C'est ça. Donc, il Ouais. y a peut-être ça. Bon, après, ça change pas grand-chose. C'est de l'argent investi dans le club, quoi. Ouais. Aujourd'hui, l'hypothèse que Franck McCourt serait financé par des crédits financiers, elle est tout à fait possible. Mais pour qu'une banque accepte de prêter de l'argent à Franck McCourt aujourd'hui, l'actif olympique de Marseille, qui perd de l'argent à raison de 50 millions d'euros par an, il ne sert à rien à la banque en tant que garantie. Donc il faudrait de toute façon, si c'est le cas, que Franck McCourt il ait donné d'autres actifs à lui en garantie pour garantir cette dette. Et donc, quelque part, alors c'est peut-être pas son cash qui sort de sa poche, mais ce sont bien ses garanties et son patrimoine qui sont apportés pour permettre à l'Olympique de Marseille de recevoir 500 millions d'euros. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est l'argent de Franck McCourt. Donc, du coup, qu'est-ce que, dans l'hypothèse où ils vendent, ils peuvent même vendre, hein, ils peuvent très bien dire, enfin, tous les entrepreneurs peuvent vendre, toutes les entreprises sont en vente, et ça, Ouais, Marine Monteiro, même Molina l'avait dit, mais c'est pas le seul. Du moment qu'une affaire marche, ou même qu'elle marche pas, elle peut être rachetée d'ailleurs. Donc, oui. ça, c'est pas le problème. C'est parce que pas parce que tu Bah, as l'intention de aujourd'hui, vendre que tu vas vendre de suite, et n'importe qui. À peu près, c'est pas évident de savoir, même s'il y a eu des estimations par un organisme, je ne sais plus lequel, qui estimait la valeur ouais, de l'OM à mm, 450 millions à peu près, un truc comme ça. Est-ce que ouais. McCourt, dans l'idéal, pour pas perdre trop de l'argent et faire une culbute un petit peu financière, à combien lui, il estimerait vouloir Bah, vendre l'OM? aujourd'hui, le point de départ, ça doit forcément être ce montant de 500 millions d'euros qu'il a investi. Et il faut forcément qu'il vende plus cher que ça pour arriver à gagner de l'argent en brut. Maintenant, il y a d'autres aspects qui peuvent rentrer en ligne de compte, comme par exemple le fait qu'il a pu bénéficier d'avantages fiscaux, notamment le fait d'avoir des pertes générées à l'Olympique de Marseille dans OM SASP. Ça lui permet d'avoir des pertes qui remontent dans Ma Courte Europe. Et au niveau de Ma Courte Europe, de pouvoir compenser des plus-values qu'il a réalisées, notamment sur des opérations immobilières, avec les pertes de l'OM pour éviter de payer des impôts sur les plus-values immobilières qu'il a pu réaliser, par exemple. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le fait d'avoir un groupe dans l'ensemble qui génère peu de profits, c'est attractif pour Franck McCourt au moment de céder son patrimoine à ses enfants, puisque ça lui permet de sous-valoriser son patrimoine dans le cadre de la cession de son patrimoine à ses enfants, et par conséquent d'avoir des avantages fiscaux qui sont conséquents au niveau du Delaware, où il a créé une structure patrimoniale qui ressemble en tout cas à une structure qu'on fait pour transmettre son patrimoine à ses enfants. Ce qui pourrait expliquer pourquoi, par exemple, il y a une OMA et une OMB LLC qui pourraient être destinées à recevoir les participations de plusieurs ayant droit dans le cadre d'un héritage. Sans dévoiler ton identité, mais est-ce que tu travailles, toi, dans des domaines de finance, de comptabilité, d'affaires? Ouais, moi j'ai longtemps travaillé dans des fonds d'investissement, notamment dans le domaine de l'immobilier. J'ai eu l'occasion de croiser Franck McCourt dans ma carrière professionnelle. D'accord, voilà, pour situer un petit peu, pour que voilà, les gens disent, voilà, tout le monde se dit connaisseur, voilà, toi, tu es, dans le métier, donc forcément, tu racontes pas n'importe quoi. Ouais. Euh, comment tu as vécu, toi, tout le déroulé de cette rumeur VantOM depuis 3 ans? Parce qu'en fait, je me suis Bah, rappelé, c'est depuis mai 2020, quoi, en fait, hein, même peut-être un peu avant. Depuis mai 2020, il y a cette rumeur de VantOM. Déjà, moi, on me disait, en juin, c'est sûr, juin 2020, il y aura VantOM avec un insider que je ne salue pas. Bon, bref, il se souviendra, il a beaucoup trollé d'ailleurs. Bon, bref, on va pas dire son nom. ouais, Du coup, comment toi, au départ, tu l'as vécu et le déroulé? Est-ce que tout ça, c'était plausible? Est-ce que c'était que de la rumeur? Est-ce qu'il peut y avoir des négociations, de l'intérêt? Explique-moi tout ça. alors, moi, déjà, ça remonte pas forcément à 2020, ça remonte à bien avant ça, que je me suis intéressé aux questions d'achat-vente de l'OM. Je m'étais déjà intéressé à l'époque
où c'était Bernès et Tapie qui sortaient et qu'il Ah. fallait trouver un repreneur pour Dreyfus à l'époque. Et à la reprise par Dreyfus, c'était déjà un sujet qui m'intéressait beaucoup quand j'étais étudiant à l'époque. Et je me suis toujours beaucoup intéressé à ces sujets-là. La rumeur Arabie Saoudite, elle date plutôt de 2014, en fait. En vrai, les premiers contacts, c'est une époque, il y avait Al-Walid Ben Talal qui avait été évoqué comme un repreneur potentiel pour Margarita Louis-Dreyfus. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait eu des premiers démentis. Il y en a eu de nouveau en 2020 avec des démentis de la part des Al-Walid Ben Talal. Moi, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, je suis comme la plupart des supporters, sauf à avoir éventuellement des idées un peu tordues. Mais moi, moi je rêve d'avoir un club archi riche qui rivalise avec le Paris Saint-Germain, avec Manchester City, avec le Real Madrid. Et donc, si les Saoudiens arrivent, je m'en réjouis. Donc, je m'enthousiasme, donc je m'intéresse à la question, donc je creuse le sujet. Et effectivement, alors par contre, là, toutes les contacts que j'ai pu prendre à ce moment-là avec des gens dans le secteur m'ont tous dit, ah oui, c'est possible qu'il y ait des discussions, c'est possible qu'il y ait une offre qui ait été faite. D'ailleurs, il y a eu un moment, on a eu quand même des gens qui sont partis, qui ont annoncé le camp Ajroudi ont annoncé assez ouvertement qu'eux, ils faisaient une offre formelle. Après, ça avait l'air d'être monté de briques et de broc, leur truc, ça faisait pas sérieux du tout. Je l'avais dit à l'époque. Mais malgré tout, le fait qu'il y ait des gens qui s'intéressent à l'Olympique de Marseille, c'est certain. Des Saoudiens, c'est certain. D'autres que des Saoudiens aussi, c'est certain. Maintenant, entre il y a un intérêt, il y a une offre, il y a des discussions, il y a des négociations, il y a un accord de principe et il y a un acte de cession, il y a toute une gradation. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que le niveau accord de principe, c'est possible qu'on l'ait presque atteint en 2021, mais on ne l'a jamais atteint pour de vrai. Et le niveau acte de cession, ça, c'est de la science-fiction. On ne signe pas un acte de cession sans avoir d'abord annoncé un accord de principe. Alors, du coup, ouais, voilà, toi, tu vas quand même assez loin. Tu penses qu'effectivement, en 2021, c'était pas que du flan et que finalement, il y avait un accord avec Al-Walid bin Talal. Parce qu'a priori, Ouais. c'était lui à Ah, l'époque. puis c'était propice. En plus, le climat, il faut se resituer aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent, ouais, mais vous voyez, en 2020, on était qualifié pour la Ligue des Champions et on a acheté que Luis Enrique. Qu'est-ce qu'on était pauvre en 2020? Vous voyez bien que le monde a changé après le Covid. Il ne faut pas exagérer. 2020, on était en plein Covid. Donc, effectivement, à ce moment-là, les dirigeants étaient aux abois, le club perdait 100 millions d'euros par an. S'il y a quelqu'un qui vient en sauveur vous dire, ben moi, je vous fais une offre, on essaie de voir si on fait un deal, on écoute, on réfléchit en tant qu'investisseur. Est-ce que c'est le bon moment pour sortir de ce truc qui est mal engagé? Ça ne veut pas dire qu'on va au bout du truc. Ça peut être une discussion qui avance pas mal, qui va assez loin dans la discussion. Mais en tout cas, ces discussions-là, elles se passent entre 5 6 personnes, 10 maximum, qui sont haut placées dans l'organisation, avec quelques consultants, de manière très confidentielle. Et s'il y a des fuites, elles sont orchestrées. Ça, c'est un truc Bien qu'il faut sûr. bien comprendre. C'est que dans ce genre de transactions-là, les gens qui travaillent sur ce genre de transactions-là, c'est des gens qui sont très expérimentés, qui mettent leur réputation en jeu sur des sujets de confidentialité. Et quand ils font fuiter, ils ne font pas fuiter n'importe comment. Ils appellent le monde, ils appellent les échos, ils appellent les journalistes du secteur économique qui sont les plus représentatifs pour faire passer un message à l'autre partie dans le cadre de la négociation. C'est l'intérêt, Et c'est c'est ça, pour c'est ça qu'il y a des fuites. faire baisser le tarif, baisser le C'est montant. ça, ça peut être pour faire baisser le tarif, pour accélérer les négociations, pour expliquer que maintenant c'est la limite qu'il ne fallait pas franchir, pour expliquer que ça c'est pas bien au club et que donc il va falloir revoir cette manière de travailler avant qu'on puisse se Ça mettre fait pas d'accord. capoter une affaire quand ça fuite? Ça peut ne pas aussi, non pas forcément, il y a des enjeux. Et puis sur ce genre de transaction-là, c'est inévitable qu'à un moment, au contraire, il y en ait une fuite. Si vraiment c'est assez avancé, on finit par avoir des infos comme quoi il y a une des deux parties qui est en train d'essayer d'acheter ou qui est en train d'essayer de vendre, parce que c'est utile dans la négociation à un moment donné de mettre la pression sur l'autre en utilisant l'opinion publique. Donc c'est normal qu'il y ait des fuites. Ça, c'est pas choquant. D'accord. Quelle est ta théorie, toi, du coup? Pourquoi, si jamais il y avait des négociations qui étaient avancées, pourquoi ça s'est pas fait, quoi? Oh, bah, parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur le prix, je pense principalement, hein. C'est le truc le plus bloquant, ça doit être une question de prix. Alors, ça peut être aussi une question de moi, je veux bien vendre seulement
une participation minoritaire et vous voulez acheter une participation majoritaire, ou moi je veux bien vendre, mais je veux garder 30% et vous voulez 100%. Ça peut être des motifs pour lesquels on ne se met pas d'accord. Mais principalement, la vraie raison pour une transaction comme celle de l'OM, c'est une question de prix. Et les histoires de fusion-acquisition, c'est n'importe quoi. On va le Il y a voir pas, après. pardon, ouais. On termine juste sur ça. Parce Mm. que bon, c'est peut-être basique ça, mais effectivement, l'Arabie Saoudite, vu comme ils ont balancé de l'argent sur des joueurs de 5 millions d'euros sur Benzema, 5 millions sur Kanté ou autre, Ouais. bon, j'ai du mal à croire que si ça se joue à Ah, 50 millions d'euros près, ah oui, ils n'ont ils pas vont peur de pinailler, signer quoi. l'échec, ça c'est sûr. Eux, Pardon, s'ils sont vraiment motivés pour faire le deal et qu'il faut mettre 500 millions d'euros sur la table, c'est sûr que ça leur fait pas peur. voilà, c'est Ça, ça. c'est Bon, évidemment, entre 200 et 600, c'est bon, sûr. ils vont peut-être réfléchir, mais si ça se joue à 50 Non. Par contre, ils aiment pas se faire entuber. oui. Ils aiment pas qu'on les prenne pour des pigeons. Ils n'aiment pas passer pour celui qu'on a fait venir en sauveur, entre guillemets, machin truc. Ils aiment bien montrer que bah, ils font des bonnes affaires. Donc, si on leur présente un deal qui ressemble à une mauvaise affaire pour eux, c'est normal qu'ils le rejettent. Est-ce qu'il y a Après, force? Ouais, vas-y. il y a un autre truc, c'est que la stratégie de l'Arabie Saoudite, Ce que j'allais te entre dire, justement, cette 2014, au question. moment où on en a parlé, en 2014, où c'était Al-Walid Ben Talal qui tournait autour, et aujourd'hui, elle a radicalement changé. Ils ont décidé d'internaliser tout le football chez eux, de ramener les meilleurs footballeurs dans leur championnat. Aujourd'hui, même Newcastle, qui est aujourd'hui leur flagship en Première Ligue, c'est pas dit qu'ils bénéficient tellement de la montée de la Première Ligue, de la Ligue saoudienne, pardon, le fait que la Ligue saoudienne prenne autant d'importance, aujourd'hui, on peut se dire que ça pourrait nuire à l'attrait qu'a Newcastle pour les Saoudiens. Alors, c'est parce que bon, c'est du soft power. J'avais invité Georges Brandebono sur cette chaîne qui nous avait expliqué tout ça. Ouais. Euh, donc, effectivement, c'est pour l'image auprès du monde, pour avoir une meilleure image qu'ils peuvent avoir. Euh, quel, pourquoi l'intérêt en fait de répatrier finalement le foot chez eux en interne plutôt qu'aller vers l'extérieur où tu as Newcastle, enfin, tu peux avoir des gros clubs et la Ligue des Champions, c'est quand même la plus grosse compétition enfin, qui a de la valeur, quoi. Je vois pas trop l'intérêt. C'est quoi l'intérêt? Ah si, peut-être organiser la Coupe du Monde 2030, mais bon, le Qatar, ils n'ont pas eu besoin de faire un gros championnat pour l'avoir, quoi. Non, je pense pas. Quoi, je pense que ça fait partie d'un tout, hein. Après, moi, je suis pas du tout expert en politique. Et ça, pour le coup, Georges Malbruno sera beaucoup mieux placé pour en parler que moi. Mais moi, tel que je le comprends, c'est une façon un peu super vitaminée de la stratégie du Qatar. C'est-à-dire que les Qataris, ils sont allés s'implanter dans le football à l'étranger pour faire un grand club avec leurs sous, alors que les Saoudiens, ils ont dit, bah non, en fait, nous, on va tout casser de ce qui existait et on va devenir le premier championnat au monde. Et ils sont vraiment dans cette logique-là de créer un championnat qui va devenir incontournable et que donc on sera obligé d'inviter à la Ligue des Champions. Je crois que c'est comme ça Ouais. Et donc, du coup, qu'ils le quel jouent. serait l'intérêt d'aller reprendre un autre gros club comme Ouais. eux? Et après, il y a les Incompatible? Saoudiens, le gouvernement saoudien, le PIF qui a cette stratégie étatique. Et en Arabie Saoudite, il y a probablement 50 des 500 premières fortunes du monde. Et parmi les 1500 ou 2000 premières fortunes du monde, il y a le prochain acheteur de l'Olympique de Marseille. Donc c'est logique qu'on pense qu'il puisse y avoir un de ces Saoudiens-là dans le lot. Mais après, que ce soit le pif derrière, moi, personnellement, aujourd'hui, j'en vois beaucoup moins l'intérêt qu'en 2021, quand on en parlait et qu'il n'y avait pas encore la Ligue saoudienne. Alors, il y a la théorie de Thibaut Vézirian, puis c'est une théorie hein, qui s'est révélée fausse, puisque 2 ans et demi après, il n'y a rien qui se passe. Donc, Mm. un deal, on va être, enfin, je sais pas si d'accord, je te pose la question en tout cas. Un Ouais. deal, si tu signes un deal, bon, un communiqué de presse, bon, j'ai été journaliste, bon, je sais que. Allez, maximum à 1 heure, t'as fini, quoi. Même si tu veux allez, admettons 2 heures, si tu veux bien le refaire, machin. Bon, ça dure pas des diplômes. Enfin, je veux dire, le lendemain, 2 jours après, peut-être, allez, pour organiser la conférence de presse, pourquoi Ouais. pas. Allez, 2 jours maxi, c'est plié, quoi. Donc, Ouais. comment tu peux annoncer une Non, chose la partie pareille, quoi? communication, c'est pas ça qui prend du temps, effectivement. Non, la réalité en fait,
derrière, il y a cette histoire sous-jacente de c'est une fusion-acquisition, c'est un processus Je vais te extrêmement parler après, complexe, vas-y, mais ça met très longtemps, etc. C'est un peu ça le truc qu'il y a en sous-main et on essaie de justifier ça. Alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'acheter un club de football tout seul, c'est relativement simple comme achat d'entreprise pour un grand entrepreneur qui a l'habitude de dépenser des centaines de millions d'euros. Mis à part la difficulté de faire le gros chèque et d'avoir le montage financier qui va derrière, en général, si on parle d'acheter 100% des actions, c'est une transaction qui est assez standard en fait. Hein. Ça n'a rien de particulièrement étonnant. En plus, c'est des clubs qui ont l'habitude de fonctionner avec des présidents délégués. Donc, on peut très bien remplacer le président délégué. En revanche, ce qu'on fait, c'est que quand on a pris la décision d'investir, là, on va vouloir tout de suite mettre en place la stratégie qu'on a voulu implémenter et pour laquelle on a payé tout cet argent. Ce qu'on ne va pas vouloir faire, c'est laisser en place le management précédent qui avait forcément ses limites puisqu'on pense qu'on peut faire mieux qu'eux, c'est pour ça qu'on achète. Donc, on va forcément, à ce moment-là, avoir des gros changements dans le management. Et pour avoir ces gros changements dans le management, ben, à un moment, il faut le dire aux salariés. Parce que si on ne le dit pas aux salariés, ça crée une insécurité au sein des salariés qui fait que c'est nuisible, ça fait baisser la valeur de l'entreprise. Donc, ces opérations-là, elles se négocient dans le secret, quelquefois pendant des années. Il peut y avoir des trucs qui font des allers-retours avant qu'on arrive à se mettre d'accord. Mais une fois qu'on a l'accord de principe, entre l'accord de principe, le communiqué officiel et l'exécution de la vente, il se passe 48 heures. Et l'exécution de la vente, ensuite, il y a une période de transition qui dure 3 à 6 mois, pendant lesquels le nouveau management prend contrôle des opérations jusqu'au moment où ils sont prêts à passer à la suite. C'est ce qu'on a toujours vu dans les ventes de un peu clubs. moins peut-être, parce que les négociations exclusives, par exemple de Frank McCourt en 2016, il a fait le 29 ou 30 Ouais. août, ça a après été le 16 octobre. À C'est ça, Toulouse, je deux sais que ça mois. a duré En moins 2 mois, longtemps, c'était vite enfin fait. ça dure maximum 2 mois, quoi, 2, 3 mois. Ouais, c'est ça, 2, 3 mois. En tout cas, on essaie d'aller le plus vite possible sur ces trucs-là parce que ça perturbe le fonctionnement du Mais bon, de toute toute façon, c'est et que c'est acté. lourd Qu'à un pour les moment, salariés. il y a Et la c'est signature des déclaré, c'est décisions annoncé à tous les exclusives. salariés et au public. Tout à fait. Donc voilà. Et en plus, bon, si dans les affaires, il y a quand même un ego un peu surdimensionné, forcément, quand tu t'achètes, que ce soit un club ou autre chose, hein, quand tu achètes une entreprise, tu as envie de le dire, tu as envie de l'annoncer. Comme tu dis, ben, quand tu rachètes un club, tu vas mettre tes hommes en place, donc un président que tu mets en place, Jacques Henriot à l'époque pour l'OM. Et ensuite, tu veux même changer le directeur sportif, l'entraîneur. Ben, Franck Passy s'est C'est fait ça. virer à l'OM. On a pris Rudy Garcia. Franck Passy faisait à peu près bien son boulot, hein, mais on voulait mettre un autre gars plus compétent à voir. Mais bon, bref. Voilà, tu vas mettre tes hommes en place. Donc, forcément, tu l'annonces. Donc, ça ne peut pas se faire dans le secret. Il Ouais. faut arrêter avec ce délire. C'est C'est ça, un peu des c'est pas dans le secret. justifications de se dire j'ai raison. Donc, du coup, je vais trouver tous les trucs. C'est un coup, c'est le Covid. C'est un coup, c'est la guerre en Ukraine, la Palestine, les incidents, etc. Même si ça peut jouer évidemment, mais bon. Mm. C'est des Donc, biais de confirmation. alors, justement, fusion-acquisition, toi, est-ce que tu t'es intéressé à ça? Est-ce Ouais, que ouais. concrètement, qu'est-ce que c'est et combien de temps ça peut durer? Est-ce que ça se voit dans les affaires du foot, etc. Alors, moi, au début de ma carrière, j'ai travaillé dans un département d'une banque qui s'appelait Fusion et Acquisition. D'accord. Et ce département fusion et acquisition, il faisait des fusions et puis des acquisitions. C'est très rare que ce soit les deux en même temps. Une acquisition, concrètement, ça consiste à payer de l'argent pour devenir propriétaire de quelque chose. Une fusion, ça consiste à marier deux entités et à les fusionner en une seule. Quand on a, par exemple, dans le football, on a eu le cas d'une fusion avec Marignane-Gignac. Il y avait le club de Gignac et le club de Marignane. Ils ont fusionné. C'est ce qu'on appelle une fusion. On pourrait avoir une fusion à l'Olympique de Marseille. Ce serait concevable que l'OM se mette à absorber Andoum et Marignane, éventuellement. C'est concevable. Je ne vois pas beaucoup l'intérêt pour des Saoudiens de faire ça, mais pourquoi pas. On pourrait aussi envisager que ça devienne du multisport et qu'on commence à parler du hockey, du handball et de je ne sais pas quoi d'autre intégré dans l'Olympique de Marseille. Ce qu'on a pu avoir dans le passé. Avec les frères Aujourd'hui, Tapie. c'est pas du tout de ça dont parle Thibaut Vésirian. Quand il parle de sa fusion-acquisition, à aucun moment je l'ai entendu parler de hockey. Ce qui pourrait éventuellement fusionner comme autre entité qui serait intéressante dans le cadre de cette fusion dont on a un peu parlé, c'est le stade Vélodrome.
avec son entité Arema aujourd'hui. Mais ça, à fusionner en soi, c'est pas très compliqué. C'est une manipulation financière. Arema, ça n'a presque pas de salariés. Mais ce qui est difficile dans une fusion, c'est d'intégrer les salariés, de faire en sorte que les salariés travaillent ensemble et éventuellement de trouver des économies parce qu'il y a des salariés en double. Donc faire des licenciements. C'est ça qui se passe souvent dans les fusions. Là, quand on fusionne une entité opérationnelle comme l'Olympique de Marseille avec une entité immobilière comme le Stade Vélodrome, il n'y a aucun souci. Ça se fait de manière très simple. Donc même si c'était une fusion entre l'entité stade et l'entité sport, ça, ce serait pas du tout un truc qui mettrait 2 ou 3 ans. Donc l'hypothèse qui est une fusion, moi pour l'instant, aujourd'hui, je ne vois pas à quoi ça fait référence, mais ça me paraît juste une manière de justifier le fait que ça prend du temps. D'accord. Ok, ok. Euh, je... Est-ce qu'il y a quand même, enfin, parce que bon, on est un peu toujours dans l'analyse, enfin pas nous, mais bon, bref, ceux qui sont à fond dans la croyance. On a une vente OM éminente, hein, parce qu'évidemment, on sait tous que l'OM sera vendu un jour ou l'autre, hein, ça c'est sûr. Mais de... quand on se met un peu, on se prend un peu de recul, bon, on peut toujours trouver des intérêts à reprendre l'OM et la communication de la ville de Marseille et tout, mais de l'extérieur, quel est vraiment, quel serait l'intérêt de reprendre un club qui n'est pas la capitale? Quand le Qatar reprend le Paris, on peut comprendre, c'est quand même une envergure mondiale. Euh, quel est l'intérêt de reprendre un club qui est dans le championnat de France? Bon, on ne peut pas dire que le championnat de France soit hyper valorisé au niveau du monde, enfin, bon, bref, que ça génère beaucoup de profits au niveau sportif, que ça soit, on est quand même que le quatrième ou cinquième pays en termes UEFA, on est passé derrière le Pays-Bas, bon, on n'est pas loin, mais bon, peu importe, on est en tout cas loin des autres. Au niveau financier, ça apporte pas grand-chose de reprendre un club, tu perds plus de l'argent que tu en gagnes. Et après, enfin, tu vas revenir après sur chaque point, hein. Et, Mm. euh, et après, bon, Marseille, qu'est-ce que ça va t'apporter, à part si tu veux devenir maire de Marseille, comme certains présidents peut-être voulaient. Mais bon, si c'est un Saoudien, je vois pas trop l'intérêt qu'il soit maire de Marseille. Pourquoi pas, mais c'est son ambition. Mais voilà. Et après, tout le reste, c'est que, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est juste pour poser les choses quand il y a des incidents, un bus qui est caillassé à l'entrée du stade Vélodrome, des leaders de groupes de supporters qui peuvent être menaçants, violents envers la direction et qui font la pluie et le beau temps et qui peuvent changer les entraîneurs et les présidents comme ils le veulent, même quand un Didier Deschamps est en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern et qu'on fait grève dans le stade. Enfin voilà, donc tout ça fait que tu te dis, bon, quand tu prends du recul, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à... Quel est l'intérêt à reprendre l'OM, quoi, d'aller jusqu'au bout du processus, quoi. Pardon, je me mouche, excuse-moi, juste un instant. Pardon. Alors, c'est beaucoup peut-être de Euh, questions qui sont un peu regroupées, mais bon. Ouais, ouais, non, ça fait pas mal de questions regroupées, mais déjà, alors moi, je suis pas complètement d'accord avec d'un point de vue économique, hein, genre le côté sportif du truc, on pourra y revenir dessus, mais d'un point de vue économique, la France, ça reste un des plus grands marchés en Europe aujourd'hui. C'est un marché qui est quand même assez dynamique, qui est central, qui rayonne aussi sur la Méditerranée et sur l'Afrique avec une Ligue 1 qui est quand même un championnat qui est certes que le cinquième championnat d'Europe, mais c'est quand même le cinquième sur 170 championnats dans le monde. Donc il y en a beaucoup d'autres qui sont pires que la Ligue 1. L'OM là-dedans, c'est clairement une institution qui est énorme. À l'échelle européenne aujourd'hui, en termes de stade et de supporters et d'affluence, ça reste un club de classe mondiale. Donc, c'est attractif à ce niveau-là. Il y a quand même une base de marque d'affiliation identitaire à l'Olympique de Marseille qui est super intéressante, à partir de laquelle on peut construire quelque chose. Et il y en a qui ont eu des projets. Et franchement, moi, le projet que décrivait Boudjelal avec son idée de se tourner vers la Méditerranée et de devenir un club phare de la Méditerranée, ce genre de trucs-là, je trouve que sur le plan marketing, c'est vendeur.
le fait d'être un pilote pour la ville de Marseille et pour la région et d'être une sorte de phare d'une politique qui ensuite a vocation à rayonner sur toute la région, je trouve ça assez vendeur pour un acheteur. Et après, au prix dont on parle, et ben, si on fait le calcul pour Franck McCourt, par exemple, il a payé 50 millions d'euros pour acheter l'OM il y a 10 ans. S'il vend 400, 500 millions en ayant fait quelques économies fiscales, il aura gagné de l'argent, il n'en aura pas perdu au total. Donc l'argument selon lequel on perd toujours de l'argent dans le foot, on en perd au fur et à mesure. Ouais, mais Mais si tu veux, Roman Abramovich, il en a gagné plus que ce qu'il en a perdu sur 25 ans à Chelsea. ouais, après, c'est Chelsea, tu as les droits télé qui sont quand même différents. Mais déjà, enfin, tu vois, Franck McCourt, qui a repris l'OM, il a mis que 45 millions d'euros, quoi. C'est Là, si ça. tu mets 500 millions d'euros, mais tu vas pas juste acheter le club, enfin, tu peux, hein, tu peux juste acheter le Mm. club et après pas investir. Et je trouve ça Non. un peu surprenant. Mais si Mais du coup, après, si tu veux avoir une tu peux croire ambition, que ça peut il va valoir un falloir que tu milliard remettes du d'euros dans pognon, quelques années. ça va commencer à être colossal. Et en plus, tu prends le stade. Non, mais tu peux croire que ça peut valoir plus d'1 milliard d'euros dans quelques années. C'est plausible. Ça se défend comme argument de dire qu'un club qui générerait 250, 300 millions d'euros de revenus par an, aujourd'hui on est proche des 200. Si on arrive à grimper à 250, 300 millions d'euros de revenus, à se valoriser sur un multiple de 4 fois et demi les revenus, on est à 1,3 milliard, 1,4 milliard de valorisation. Donc, et ça, les conditions de ça, c'est d'avoir une bonne gestion et d'avoir la maîtrise du stade complète. Aujourd'hui, on n'est pas très loin de ça, hein. On fait encore 5 minutes, hein, ça te va? Je t'en Euh, prie, ouais. voilà. Alors, comment toi tu t'analyses les infos ou rumeurs, enfin en tout cas c'est des médias qui l'ont relayé ces derniers temps avec The Independent, qui est a priori un média sérieux. Bon, il y a eu The Mundo Deportivo, enfin, c'est pas les mêmes infos, hein, mais bon, qui fait Mm. notamment ces deux médias, quoi, plus Radio France Bleu Provence, qui n'est Ouais. pas réputé non plus pour être un média insider, on va dire. Donc, il y a eu ces infos-là. Comment toi, tu l'analyses? Est-ce que tu sens que on a repassé un nouveau cap de négociation vers éventuellement un rachat? Euh, je, je suis sceptique quant au fait qu'on ait l'information en direct avec autant de précision pour être capable d'avoir le doigt sur le pouls des négociations avec une telle précision. C'est possible que les infos qui ont fuité sur le fait que les négociations étaient chaudes, c'est possible qu'elles dataient de mars, que le temps qu'elles aient fuité, ce soit mai, qu'entre-temps les négociations soient refroidies et que nous, on en parle encore en novembre. Donc, c'est difficile aujourd'hui de parler de la température des négociations qui se passent dans la plus totale confidentialité. Et honnêtement, ça n'a pas énormément d'intérêt. Ça fait 3 ans qu'on se prend la tête avec ça entre supporters. Honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tant qu'il n'y a pas d'accord de principe et qu'on ne nous annonce pas que c'est fait, on ne sait pas en fait. Si c'est pas un Saoudien derrière, si c'est un Gérard Lopez, en fait, on s'en mordra peut-être les doigts que le club y soit vendu. Donc, s'obstiner sur ces histoires de négociations opaques ou des trucs comme ça, en fait, ça nous empêche quelque part de profiter du moment présent. Moi, c'est ça qui me dérange le plus. Enfin, C'est moment qu'aujourd'hui, présent, après, le moment difficile à ce présent n'est moment. pas très joyeux. C'est vrai que le moment présent n'est pas très joyeux et il y a beaucoup de tensions au club. Mais il y a Même dans le peut-être monde, aussi, enfin, pour être plus large. et dans le monde, et c'est clair que le moment n'est pas très gai, mais si je reviens à la période des cyprès qui brûlent, c'est difficile de ne pas faire le lien à 2 semaines d'intervalle entre les histoires d'Ajroudi et Boudjelal qui nous promettaient la Lune, les histoires de Thibaut Vézirian qui nous annonce que la vente est faite, les cyprès qui brûlent, et 10 jours après, la vente OM qui est annoncée par Thibaut Vézirian. Il y a un climat derrière, il y a une attente qui est démesurée de la part des supporters sur cette histoire de vente OM qui fait qu'aujourd'hui, la pression qui pèse sur le club pour avoir des résultats, elle est disproportionnée par rapport à ce qu'on est capable de faire. Est-ce que tu penses pas qu'il y a des personnes qui veulent la direction de l'OM, hein, qui veulent être président, reprendre le club, comme Julien Fournier par exemple, mais il y en a d'autres, hein. Ouais. Souvent des Marseillais qui veulent reprendre Ah l'OM oui. parce qu'ils estiment que Franck McCourt ne fait pas ce qu'il faut et Longoria est avant héros, voilà. Et du coup, monte un petit peu la sauce avec ces rumeurs, enfin, cette envie des supporters de voir un changement de club et peut-être d'aller chercher des investisseurs, même si ça va pas aller au bout, hein, mais de faire un petit peu monter la mayonnaise. Est-ce que tu vois pas ça aussi?
Oui, c'est bien possible qu'il y ait un certain nombre des intervenants qui aient des intérêts dans le fait que ces rumeurs continuent à se propager, qu'ils soient politiques éventuellement au sein de l'Olympique de Marseille, des motivations de prise de pouvoir diverses et variées. Ouais, c'est assez possible qu'il y ait ce genre de truc-là. De toute façon, c'est un poste quoi, ce sont des postes en général à l'Olympique de Marseille, tous les postes de management, qui sont très exposés sur le plan de la jalousie et par conséquent qui suscitent beaucoup de coups de crasse et de trucs comme ça. Il faut avoir le cœur bien accroché pour assumer ce genre de job. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Rodolphe Saadé, de CMA-CGM? Ils ont investi apparemment, c'est pas les chiffres, mais assez lourdement quand même au niveau du Mm. sponsoring intérieur du club marseillais. Ils ont la Ouais. Provence, ils ont d'autres entreprises. Est-ce que tu penses qu'ils sont là juste pour faire de leur com et pour du coup mettre de l'argent, ou alors ils ont une Mm. stratégie derrière d'éventuellement reprendre le club? Quel est ton avis par rapport à ça? Et au niveau Alors, au eux, ils se niveau, sont prononcés assez clairement sur le fait qu'ils n'avaient pas l'intention de reprendre le club. Et moi, je suis assez sûr de ça. Je suis assez convaincu de ça, on va dire. Mais par contre, ce que je pense de leur présence, je trouve qu'on en a fait énormément sur la présence de CMA-CGM, qui est le premier employeur de Marseille, et qui a énormément d'intérêts mêlés avec la ville de Marseille et avec indirectement l'Olympique de Marseille. À un moment, le super sponsor qu'on avait trouvé pour l'OM, qui était Kazoo, qui était prêt à payer 30% de plus que tous les autres pour le contrat de sponsoring, il a éclaté en vol au bout de 12 mois de sponsoring et il a fait faillite pour ce qui concerne son entité européenne. L'OM s'est retrouvé avec le choix entre soit garder le numéro, l'étiquette Kazoo sur son maillot ou éventuellement et espérer être payé dans la liquidation de Kazoo ou éventuellement essayer de trouver une solution à catastrophe pour enlever le numéro de Kazoo de son maillot. À ce moment-là, est intervenu CMA-CGM qui ne fait pas de sponsoring sportif, ou qu'on n'a quasiment jamais fait, pour reprendre un contrat de sponsoring qui était démesuré pour tous les autres acteurs du sponsoring, a priori, puisque Kazoo payait 30% de plus que tous les autres concurrents. Moi, j'y vois une intervention politique. Je considère que c'est très clairement quelqu'un qui est intervenu au niveau politique pour dire c'est important de sauver l'Olympique de Marseille, sinon ça va au trou cette histoire. Et du coup, c'est comme ça que je le perçois. Après, eux, ils y ont trouvé leur intérêt en incluant beaucoup le volet social, en incluant les jeunes, en incluant les femmes et des trucs comme ça dans leur partenariat global avec l'OM, de façon à y trouver leur compte en gardant la même quantité d'argent investi dans le club. Mais je ne pense pas qu'il faille tirer des plans sur la comète quant à l'investissement à long terme de CMA-CGM. Pour terminer, est-ce que toi, tu penses, avec toute une analyse, qu'en fin de saison, c'est le moment de Franck McCourt de vendre l'OM? Je ne sais pas prédire l'avenir. Je ne sais pas. C'est possible que oui, c'est possible que non. Je ne sais pas. Oui, de toute façon, on verra. Bon. Hmm. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. À moins que tu voulais rajouter quelque Super. chose. Non. Non, non, bah, merci beaucoup pour l'opportunité d'en discuter avec toi. Merci beaucoup à toi. Puis Shadow, eh bien, écoute, on peut peut-être faire sur d'autres sujets. Tu pourras revenir pour parler de. Bah, avec plaisir. Hésite pas. Moi, je suis assez focus sur ces sujets-là, économiques, financiers,